20h sur votre chaîne de télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. 2015, année sombre pour Amnesty International avec un taux d'exécution jamais atteint depuis 25 ans. Plus de 1600 personnes ont été exécutées dans le monde. Une situation que l'ONG fustige. Amnesty International qui félicite par ailleurs le Sénégal d'avoir accordé l'hospitalité aux détenus libyens de Guantanamo. Samira Daoud est directrice régionale au sein de l'organisation, vous l'entendrez dans ce journal. Kataba, victime de la fermeture de la frontière sénégalo-gambienne. Cette petite commune du Sud subit de plein fouet les désagréments liés à cette situation. Le maire de la ville interpelle les autorités. Enfin, Canel qui innove pour fêter l'indépendance en lieu et place des hommes. Ce sont plutôt des bêtes qui ont paradé pour la célébration du 4 avril. Des images insolites que vous aurez l'occasion de découvrir. Ce sera tout à l'heure en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. 2015, une année noire pour Amnesty International. Si l'on se fie à son rapport sur la peine de mort, les exécutions ont bondi de plus de 50%, un niveau jamais atteint depuis 25 ans. En Afrique, le Tchad, le Soudan du Sud et la Somalie arrivent en pole position des pays qui pratiquent la peine capitale. Compte rendu signé Aminata Mbarisso et Modou Diop. Les chiffres sont effarants. Plus de 1630 personnes exécutées en 2015, un record depuis 25 ans. C'est sans doute un regain, soit du recours à la peine de mort, soit même de l'exécution de sentences, dans les pays en particulier en lutte contre le terrorisme ou en conflit. Amnesty International dresse son rapport 2015 sur la peine de mort dans des États comme le Tchad, le Soudan du Sud et la Somalie. Ces pratiques existent toujours. Le cas du Tchad, par exemple, est assez préoccupant parce que c'est un pays qui avait accepté les recommandations allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. C'est un pays qui n'avait plus procédé à des exécutions depuis plus de 10 ans et qui, l'année dernière, a décidé, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et en particulier après les attentats de N'Djamena, le Tchad a décidé a fait condamner à mort 10 personnes qui ont été exécutées le lendemain. Au sommet des pays incriminés, l'Arabie saoudite, avec 158 personnes exécutées, l'Iran, 977 et le Pakistan, 320. Une hausse qui peut s'expliquer par la multiplication des attentats liés aux terroristes. Nous sommes assez préoccupés par le fait que les autorités, en particulier aux prises à des mouvements terroristes et des crises d'insécurité comme le Cameroun, le Tchad, le Niger, puissent à un moment donné envisager d'avoir de nouveaux recours à la peine capitale. 25 pays en 2015, le record des exécutions depuis 25 ans, comparé à 2014 où 22 pays avaient été dénombrés. Amnesty International garde tout de même espoir vu l'augmentation des États qui ont aboli la peine de mort, 102 pays dont la République du Congo, Madagascar et d'autres encore. Et nous restons avec Amnesty International qui justement félicite l'État du Sénégal d'avoir accueilli les 2 détenus en provenance de Guantanamo. Samira Daoud, que vous venez de voir sur ces images, est directrice régionale adjointe de l'organisation. Elle est revenue sur la psychose liée à l'accueil des prisonniers et juge qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Aminata Mbarisso. Donc aujourd'hui, nous constatons que ces 2 personnes qui ont été détenues à Guantanamo pendant 14 ans, n'ont jamais été jugées et surtout aucune charge ne pèse sur ces personnes-là. Donc ce sont des personnes qui sont libres. Donc pour nous, évidemment, c'est un motif de satisfaction de nous dire qu'une personne contre laquelle aucune charge ne pèse et qui n'a pas été jugée soit finalement libérée, c'est une bonne nouvelle. La responsabilité, c'est aux autorités d'expliquer qui sont ces personnes-là, et non pas à la classe politique d'alimenter la crainte et la terreur pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est la responsabilité aussi des médias de présenter ces personnes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes libres.
Ce ne sont ni des terroristes au sens où des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des personnes qui sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale pour des actes de terrorisme, ce n'est pas le cas. Donc ce sont des personnes qui ont purgé 14 ans de prison sans jugement, sans procès, sans procédure digne de ce nom et qui aujourd'hui ont heureusement été libérés. Le Sénégal les accueille, c'est tout à son honneur. Parlons d'éducation à présent. Au moment où l'école sénégalaise traverse une crise sans précédent, Bokhol fête l'excellence. Cette petite commune nichée au cœur de Saint-Louis a célébré ses meilleurs élèves. Une fête au cours de laquelle les enseignants ont sollicité l'érection d'un lycée dans la commune. Et ce, pour permettre aux élèves d'y effectuer leurs études supérieures. Une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est ce moment difficile que traverse l'école sénégalaise qui a été choisie par l'amicale des enseignants de Bokhol pour faire la promotion de l'excellence dans cette commune située à 9 km de Dagana. Pour la deuxième édition de cette journée de l'excellence, 56 élèves issus des différents ordres d'enseignement ont été primés. Au moment où l'école sénégalaise est en crise, les enseignants de Bokhol, comme d'habitude, ont montré que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'enseignants performants. La cérémonie a servi de cadre aux acteurs pour passer en revue les nombreux maux du système éducatif. Le président de l'amicale liste les problèmes rencontrés dans la commune de Bokhol. Au niveau de Bokhol, il y a une forte déperdition scolaire qui est constatée de plus en plus. Nos enfants nous quittent avec vraiment parfois de bonnes dispositions, mais parfois pour des raisons sociales, pour des raisons d'hébergement, ils sont appelés à aller fréquenter d'autres localités et souvent ça pose des problèmes. Pour sauver l'école sénégalaise, le juriste Malick Mbodj invite les fils du terroir à s'investir activement. Tout le monde sait que à la base, c'est l'éducation. Donc, primer des élèves, il n'y a pas plus noble que ça. L'amicale des enseignants de Bokhol se fixe comme objectif de promouvoir l'amitié et la solidarité entre les membres. Il veut aussi le maintien des élèves dans les écoles pour participer au développement du village en général et à la promotion d'une école de qualité en particulier. L'expertise francophone valorisée à travers une journée de réflexion, l'initiative de la direction de la francophonie est là pour objectif d'intégrer les sortants des universités francophones dans la fonction publique, mais aussi le secteur privé. Nafissatou Silla. Valoriser l'expertise francophone nationale pour servir les objectifs de développement, c'est l'objectif de la direction de la francophonie. Il s'agit pour elle de renforcer et de dynamiser toutes ces ressources humaines au cœur de projets de développement. La valorisation sera au niveau de la fonction publique où se posent souvent des problèmes d'équivalence, pour certains cadres en tout cas du ministère de la Culture. Il y a aussi un problème d'utilisation de ces ressources humaines. Certains estiment en effet qu'elles sont peu ou mal utilisées et que je pense que la réflexion de cette journée devrait aider de manière générale à y voir plus clair. Beaucoup d'étudiants sortent de grandes universités de la francophonie, comme l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie, mais ils rencontrent souvent des difficultés pour s'insérer facilement dans le marché du travail de manière dynamique. Des problèmes de réinsertion, donc de reclassement, de valorisation même de diplômes dans tous les ministères. Cette fois, ce sera vraiment de nous battre pour que ce diplôme soit déjà reconnu, que nos compétences soient utilisées à juste valeur, et aussi de faire la promotion de la francophonie dont nous tous nous avons bénéficié. Il s'agit aujourd'hui de trouver des mécanismes pour mieux valoriser ces diplômes et de mieux les faire connaître. C'est vraiment des métiers du développement. Donc c'est ces formations-là que nous avons reçues à Senghor et nous sommes rentrés pour présenter et pour contribuer au développement des projets de notre pays. Nous ne demandons que ça, mettre en œuvre toutes les compétences, les connaissances que nous avons acquises. Au sortir de cette journée de réflexion, il est entre autres attendu une meilleure reconnaissance de l'expertise francophone et une meilleure intégration dans le marché du travail. Le 1er mai, c'est dans moins d'un mois, mais ils sont nombreux, ces syndicats, à ne pas attendre la fête du travail pour exprimer leur désolation. À l'Union des travailleurs du Sénégal, l'UTS, on ne s'attend pas à grand-chose de la part des autorités. Selon Aliou Ndiaye, membre de ce syndicat, les années se suivent sans amélioration de leurs conditions. Aliou Ndiaye s'exprimait en marge d'un séminaire de formation organisé par l'UTS et la Fédération nationale des industries chimiques de France. Je vous propose de l'écouter au micro de Salisso et Asmalik Diop.
Les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour la chimie au Sénégal. Comme en atteste aujourd'hui la convention qui régit les travailleurs de la chimie, c'est une convention obsolète qui date d'avant les indépendances, qui n'a jamais été revisitée. Et une convention qui n'a même pas d'annexe de classification, et qu'aujourd'hui les travailleurs de la chimie sont classés dans la convention de la métallurgie. Je pense que rien que ça vous laisse entrevoir que la situation est extrêmement difficile pour les travailleurs du secteur de la chimie au Sénégal. L'alternative, c'est de se battre pour revisiter cette convention d'abord, mais aussi se battre pour les annexes de classification de la chimie. Je pense que ce serait un pas extrêmement important pour les travailleurs si les organisations syndicales parvenaient à réaliser cela. Il faudra se battre, croiser le fer avec le patronat pour que ça puisse passer. C'est des revendications qui sont renouvelées depuis plus de 30 ans. C'est les mêmes revendications qu'on retrouve dans les cahiers de doléances. Le problème, c'est de s'unir. Le problème, c'est de débattre ensemble. Le problème, c'est de revendiquer ensemble. Le problème, c'est de lutter ensemble. C'est ça qui doit pousser aujourd'hui les organisations syndicales vers une unité. Et puis, vous le savez, depuis 2 jours plutôt, notre capitale Dakar abrite un panel mondial sur l'eau et la paix. Ce matin, le gaspillage du liquide précieux était au cœur des préoccupations. Et pour y remédier, l'OMVS, initiatrice de la rencontre, a lancé le concept hydrovigilance. Il s'agit de préserver les ressources en eau des États membres de l'organisation. Les détails avec Memouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Lutter contre les maladies tropicales, faire face au changement climatique, parmi les défis de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, des ouvrages en cours de réalisation, de nouvelles politiques, un système d'alerte, hydrovigilance. Ce que j'entends par hydrovigilance, c'est l'ensemble des réactions, des attitudes que nous devons adopter pour faire attention aux menaces qui planent sur nos ressources en eau et pour y réagir. Par exemple, l'hydrovigilance, ça consiste à lutter contre le gaspillage de l'eau. Nos cultures d'irrigation aujourd'hui, à peine 40% de l'eau pompée pour aller vers les champs y arrive. Le reste est perdu, soit dans l'évaporation, soit dans les tuyaux. Ce programme a un coût, les besoins estimés à 4 milliards de dollars, soit 200 milliards de francs CFA. Nous avons conçu un programme d'équipement et d'investissement dans le bassin que j'ai décliné à peu près, ce chiffre à peu près à 4 milliards de dollars que nous devons mobiliser dans les 5 à 10 prochaines années. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'énergie, nous avons au moins 4 barrages à construire, hydroélectriques. Nous avons des lignes de transport d'à peu près 2000 km à ajouter. Nous avons à peu près 150 000 hectares supplémentaires de terre à irriguer. Nous avons des routes à construire. Nous avons des aménagements dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la santé. Hydrovigilance, c'est aussi la sécurisation des ouvrages avec la mise en place d'autres fonds. L'aspect fonds vert, comme vous dites, est un élément aujourd'hui de ce que nous appelons fonds innovants, que nous recherchons aujourd'hui pour la flexibilité des financements de nos projets, qu'il s'agisse d'irrigation, d'énergie et singulièrement de navigation. Après cette réflexion, les panélistes vont effectuer une visite au barrage de Diamant. Cette étape entre dans une logique de rétablir la navigation du fleuve. Et puis, je vous l'annonçais en titre, pas moins de 20 villages commencent à ressentir les contre-coups de la fermeture de la frontière sénégalo-gambienne à Kataba, une commune qui en regroupe plusieurs. L'économie en pâtit à tel point que le maire a décidé d'alerter les autorités. Abdoulaye Badji est au micro de Boubacar Diassi. La commune de Kataba 1 est composée de 35 villages, dont à peu près 20 villages sont le long de la frontière. Cette frontière est justement fermée aujourd'hui. Imaginez un peu des populations qui avaient des activités voisines avec les frères et sœurs gambiens. Aujourd'hui, se trouvent être très bloqués par rapport à cette situation-là. Il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de voiture qui entre. Et aujourd'hui, la population est prise désemparée. En plus de ça, les dégâts économiques sont très importants. Et ça, c'est un lourd tribut que nous sommes obligés de payer. C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire cette transaction entre la frontière et au niveau de la frontière là, ils sont en train de payer ce lourd tribut.
Retour dans la capitale pour parler de Sendou, une petite commune de Rufisque qui s'apprête à renouer avec les régates. Sur place, les populations sont euphoriques à l'idée d'entamer à nouveau ces compétitions. Seul bémol, la disparition récente de 4 pêcheurs de la localité. Un drame de nature à émousser l'ardeur des régatiers. Ousseynou Thiam, Biradiagne. Quand on a organisé ces régates ici à Sendou, nous avons vu que cette manifestation a eu un succès éclatant parce qu'on a pu réunir les Lébous d'Ngor jusqu'à Mbour. Et nous avons pris la décision de réunir tous les Lébous d'Ngor jusqu'à Mbour pour faire cette manifestation. Sur le phénomène des pêcheurs qui disparaissent en mer, au-delà des respects des consignes de sécurité, ces habitants de Sendou qui pleurent encore 4 de leurs jeunes pêcheurs suggèrent des interventions rapides en cas de problème. Nous demandons à l'État de sommer vite la marine à chaque fois qu'un problème est signalé. Nous devrons même disposer de leurs contacts afin de les prévenir dès qu'un problème surgit. À chaque fois qu'un cas est signalé, c'est le pire qui se produit. Il nous faut même avoir des embarcations de sauvetage dans chaque localité. Des pêcheurs qui s'impatientent de se frotter aux rameurs des autres localités du pays pour rééditer le succès de 1966 en remportant le Grand Prix de Feu Léopold Sédar Senghor lors de l'organisation du Festival des Arts Nègres. Coup de projecteur à présent sur ce défilé à la fois insolite et original. Des moutons, des vaches, des buffles ont paradé dans la commune de Orkadiéré, une manière de fêter le 4 avril. Ali Bandelnian s'est entretenu avec le préfet de Canel à propos de cette innovation. Son reportage. Une autre manière de célébrer le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Dans le département de Canel, c'est la commune de Orkadiéré qui a abrité les festivités. Une fête nationale au cours de laquelle les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs ont tenu à démontrer le développement des secteurs primaires dans ce département. Sous la présidence du préfet du département, accompagné de l'officier de la gendarmerie et sous l'égide du conseil départemental, toutes les communes du Damga était de la partie. L'autre temps fort de cette célébration à Orkadiéré aura été le passage des engins, des tracteurs, des cortiqueuses et moissonneuses-batteuses. Preuve de la mise en marche de la mécanisation de l'agriculture dans le département de Canel. Au lendemain du 4 avril, nous avons rencontré le préfet du département qui revient ici sur cette manière de célébrer la fête nationale. Nous avons donc fait participer ces courses qui sont très importantes pour nous parce que cela rentre en case dans le cadre de la politique donc engagée par le président de la République, le président Macky Sall et son gouvernement à travers le programme Sénégal, le plan Sénégal émergent. Et nous savons bien que l'impulsion de ces secteurs primaires et stratégiques, donc l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres, occupe une place décisive dans le dispositif qui a été mis en place. C'est pourquoi, et compte tenu aussi du nouvel essor que nous constatons dans le département, parce que nous avons vu, sur la base des statistiques, que l'agriculture maintenant est en plein essor, l'élevage, donc le département respire économiquement, et ceci aussi grâce aussi à l'implication de l'ensemble des secteurs, un bon encadrement des techniciens, mais surtout aussi grâce à l'appui de personnes ressources qui, vraiment, je pense, appuient les populations des terroirs dans leurs initiatives avec la dotation en matériel donc agricole, pastoral et autres. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas nous permettre de tenir un défilé sans pour autant faire participer ces courses-là pour qu'on ait une visibilité de ce qui se fait réellement dans ce département qui est en plein essor. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre le 4 avril, les populations du département de Canel démontrent une fois, à leur manière, leur engagement et leur détermination à parvenir à l'indépendance alimentaire.
Hors de chez nous, à présent, l'actualité nous mène en France où le Parlement a adopté une proposition de loi qui pénalise les clients des prostituées. En Turquie, le président Erdogan veut déchoir de leur nationalité les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais d'abord, le Congo, où le candidat arrivé deuxième à la présidentielle de mars dernier appelle à accepter le verdict qui donne la victoire à Sassou Nguesso. Récit signé Daniel Diouf. Première conférence de presse de Guy Brice Parfait Kolela depuis l'élection présidentielle, arrivé deuxième au scrutin du 20 mars dernier. Il appelle ses partisans à accepter les résultats officiels, entachés à ses yeux de graves irrégularités. Il invite ses camarades à ne pas verser dans la polémique et à accepter le verdict, même s'il est discutable. Après 2 ans de débat où le Parlement français a adopté mercredi la proposition de loi socialiste renforçant la lutte contre la prostitution, désormais les clients de prostituées seront passibles d'une contravention de 1 500 à 3 500 € en cas de récidive. La France devient ainsi le 5e pays européen à pénaliser les clients de prostituées après la Suède, pionnière dès 1999, la Norvège, l'Islande et le Royaume-Uni. Le texte prévoit que les prostituées ne soient plus verbalisées pour racolage. Par ailleurs, si elles souhaitent arrêter leur activité, elles pourront bénéficier d'un accompagnement social ainsi que d'un titre de séjour temporaire pour les étrangères. Enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan qui durcit le ton contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il propose de priver leurs partisans de leur nationalité turque, tout comme leurs complices, avocats, intellectuels, journalistes ou élus. Pour les mettre hors d'état de nuire, nous devons prendre toutes les mesures, y compris déchoir de leur nationalité les sympathisants de l'organisation terroriste, a-t-il lancé lors d'un discours devant les avocats à Ankara. Après plus de 2 ans de cessez-le-feu, le conflit kurde a repris l'été dernier, mettant fin aux pourparlers de paix engagés à l'automne 2012. La rébellion kurde a déjà fait quelques 40 000 morts depuis 1984. Un journal des sports que nous ouvrons par du foot avec les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Djambar bat Renaissance de Dakar 4-0 et se qualifie ainsi en quart de finale. Une rencontre maîtrisée de bout en bout par les joueurs de Sali. Compte rendu signé Chersali Boudjara, Chertidiane John et Younous Diatta. Djambar cartonne et passe en quart de finale devant Renaissance de Dakar. À tout s'est joué en seconde période. L'attaquant Birahim Gaye signe un triplé aux 56e, 63e et 73e minutes de jeu, avant que le latéral gauche Adama Meng ne ferme la marque d'un superbe lob à la 79e minute. 4-0, score final. Les académiciens étaient plus forts. Parce qu'on n'a pas eu de réussite en première, on a eu des bonnes occasions, il y a eu une barre, un poteau, plus des face à face, mal négociés. Je pense que voilà, mais bon, après ça aussi, c'est peut-être que voilà, on était un peu crispé au début. Mais voilà, après c'est, voilà, on s'est plus libéré en deuxième partie quand on a marqué. Et ça a permis d'enchaîner sur 4 buts. Donc c'est bien. Marquer 4 sur un match comme ça, c'est toujours bien parce que marquer un but au Sénégal, c'est hyper compliqué, difficile. Voilà, là aujourd'hui c'est 4, c'est bien, il faut savourer ça. Enfin, c'est une équipe qu'on est un peu meilleure qu'eux, un peu plus forte. Donc sur un bon terrain, ça nous a réussi. Mais la coupe, voilà, il faut avoir une chance sur le tirage et puis espérer gagner, Inch'Allah. Donc on espère avoir une bonne chance et puis continuer l'aventure. Auteur de ses 3e, 4e et 5e buts dans cette compétition, Birahim Gaye espère en faire autant pour le reste de cette Coupe de la Ligue. J'en rigole avec mes coéquipiers en leur disant que je veux finir meilleur buteur de la Coupe de la Ligue. Ainsi, je me ferai un nom pour décrocher un contrat professionnel. Je vise 10 buts dans cette compétition. Djambar est dans une bonne période. L'équipe qualifiée en quart de finale de la Coupe de la Ligue fait aussi un bond dans le classement de la Ligue 1.
Et nous restons avec ces huitièmes de finale. Dakar Sacré-Cœur sort Kayor Foot de Tiwawan, 3 buts à 0. Des réalisations d'Alun Mbaye, auteur d'un doublé, et d'Alsan Dao, réalisations qui poussent l'entraîneur Abdoulaye Sy à espérer rééditer leur parcours de l'année dernière, un parcours qui les avait vus arriver en finale de cette compétition. Propos recueillis par Chersali Boudjara et Younous Diatta. Si vous voyez aussi, Kayor en avait en première mi-temps, il pouvait mettre le premier. Mais nous, on savait qu'on allait marquer aussi. C'était une première mi-temps très laborieuse. Ensuite, on a parlé aux jeunes dans les vestiaires comment il allait jouer. Ils ont été réalistes en deuxième par eux-mêmes. Et ils ont réussi à mettre 3 buts, c'est bon. On prend match par match, c'est des matchs de coupe. Il ne faut pas tout miser là-dessus, tu viens de te faire éliminer, tu as des déceptions. Et là, on prend match par match. Et comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Si on peut aller plus loin possible, c'est la finale, on y accédera. Ça, on se prépare pour ça aussi. On est sur les 2 fronts, Coupe du Sénégal aussi. Aller plus loin, l'année passée, c'était 2 demi-finales. Et quelques résultats pour boucler cette édition. Des résultats en foot enregistrés donc ce mardi. Jaraaf a éliminé Génération Foot au tir au but, 3-1, 0-0 après prolongation. Nous allons également parler du premier tour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris-Manchester City, 2 buts partout pour le moment. Wolfsburg, Real de Madrid, 2 buts à 0, mais les matchs ne sont pas encore terminés. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information. Le tout en images à minuit et tout de suite la suite des programmes sur la TFM. C'est avec Chérif dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir.